Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Augmentation du budget de la défense en Ouganda. $1 milliard vont être alloués à la sécurité, fondement de la transformation économique au cours du prochain exercice. 426 millions de dollars sont nécessaires au Soudan du Sud pour prévenir d'une grande famine. Mais malgré les besoins humanitaires croissants, le programme alimentaire mondial est contraint de suspendre son aide alimentaire. Plus de 6 millions de Sud-Soudanais sont menacés par la faim en 2022. Et la gestion des déchets, souvent considérée comme un casse-tête, est un véritable problème de santé publique au Sénégal. Une économie informelle s'est formée autour de la décharge dakaroise de Mbebeuz. De nombreux Sénégalais sont inquiets pour leur santé. Mais tout d'abord, le premier trimestre 2022 a été particulièrement meurtrier au Mali, selon un rapport présenté devant le Conseil de sécurité de l'ONU ce jeudi. 248 civils ont été tués par les forces de sécurité au cours des 3 premiers mois de l'année 2022. Lors de la présentation de ce rapport, le ministre malien des Affaires étrangères a indiqué que le gouvernement du Mali rejetait certaines allégations de violation et d'atteinte aux droits de l'homme attribuées aux forces de défense et de sécurité maliennes dans la dernière note trimestrielle de la MINUSMA, dont le renouvellement de mandat sera voté le 29 juin. Rappelons que les présumées méthodes de lutte antiterroriste utilisées par les FAMA ces derniers mois aux côtés du groupe russe Wagner ont fait l'objet de polémiques. L'Ouganda n'est pas en guerre, mais reste menacé par l'instabilité qui sévit chez ses voisins, comme à l'est de la République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte que les autorités ont annoncé le 14 juin une augmentation du budget alloué à la défense. 1,02 milliard de dollars seront consacrés à la sécurité au cours du prochain exercice. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Le mardi 14 juin 2022, le ministre ougandais des Finances, Mathias Kasaija, a annoncé une allocation de 1,02 milliard de dollars à la sécurité nationale. Pour le ministre, l'augmentation du budget de la défense sera le fondement de la transformation économique du pays au cours du prochain exercice. Également, la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que l'état de droit, doivent rester les principales priorités du gouvernement selon le ministre. On peut comprendre les motivations avancées par le ministre de l'économie et des finances parce que l'Afrique de l'Est reste l'une des zones instables sur le continent, une zone de turbulence marquée par la guerre au Soudan et les incursions de la rébellion sud-soudanaise, sans prendre en compte les mouvements rebelles qui sillonnent de part et d'autre des frontières entre la RDC, le Burundi et également l'Ouganda. Bien que l'Ouganda ne se trouve pas en guerre, le pays est toutefois menacé par des poches d'insécurité causées par les voleurs de bétail dans la région de Karamoja, selon l'exécutif du pays. Pour le ministre des Finances ougandais, l'argent alloué est destiné à renforcer les opérations dans l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est un pays disposant des ressources importantes. Donc on pourra comprendre en réalité que dans le cadre d'une mutualisation des charges liées aux opérations militaires en cours dans ces deux pays, que nous puissions avoir un budget raisonnable pouvant justifier alors un tel montant. Ainsi, un pourcentage des fonds alloués pour la sécurité du pays viendra donc renforcer les opérations lancées contre les forces démocratiques alliées accusées d'activités terroristes en Ouganda et de meurtres de masse en République démocratique du Congo depuis plus de 2 décennies. Également dans l'actualité, le Ghana poursuit son ambition d'industrialiser son économie. C'est dans ce contexte que le pays s'est doté le 14 juin d'une banque de développement d'un capital de 750 millions de dollars. Cette initiative est le fruit d'une coopération entre la Banque européenne d'investissement, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le gouvernement ghanéen et des engagements techniques importants d'un partenaire allemand.
La banque soutiendra la transformation des secteurs de la fabrication, l'agriculture, les TIC, le tourisme et le marché hypothécaire et du logement. Décision drastique et sans concertation au Togo, les autorités ont décidé de lutter contre les nuisances sonores en interdisant, je cite, l'implantation anarchique des lieux de culte, des bruits qui suscitent l'agacement d'une partie de la population. Cette nouvelle mesure a été diversement appréciée. Le point avec Samantha Saberou-Saboubanga. Lutte contre la pollution sonore au Togo. Pour limiter, voire éviter les bruits, les autorités ont interdit l'implantation anarchique des lieux de culte sur toute l'étendue du territoire. La mesure qui a été prise vendredi 10 juin 2022 par le ministre de l'administration territoriale vise à lutter contre les nuisances sonores générées par les lieux de culte, situation dénoncée par une partie de la population. La position du gouvernement, elle est salutaire dans la mesure où elle prend en compte la problématique de la pollution sonore relevée par les populations, mais elle est limitée dans la mesure où elle n'apporte pas une solution réelle. Bien que certains saluent cette nouvelle mesure, d'autres la trouvent injuste car selon eux, il y a la possibilité de mieux faire les choses sans interdiction. Certains pasteurs regrettent plutôt que cette décision ait été prise sans concertation. En réalité, ce qui doit se faire aujourd'hui dans le contexte togolais, c'est que le gouvernement doit pouvoir édicter les normes suivant lesquelles les gens doivent opérer dans ces lieux de culte. Et ainsi, les manquements à ces normes peuvent entraîner des sanctions. Mais se lever et décider purement et simplement de l'arrêt de la création des lieux de culte ou d'installation, je pense que nous sommes en train d'assister à un abus de pouvoir de la part du ministre de l'administration territoriale. Rappelons que le ministre chargé de l'administration territoriale menaçait avant cette annonce de saisir les instruments de musique de tous les lieux de culte qui dépasseraient le seuil des 55 décibels. Selon lui, le bruit est une source de nuisance ayant des impacts concrets du point de vue économique, mais également sanitaire. C'est un nouveau coup dur pour les populations les plus vulnérables. Le programme alimentaire mondial est contraint de suspendre une partie de son aide alimentaire, ce qui risque d'accroître le risque de famine au Soudan du Sud, où près de 60% de la population est en situation d'insécurité alimentaire. Un sujet de Kamesh Katapoulé. Le Soudan du Sud en proie à une crise alimentaire d'envergure. Alors que le programme alimentaire mondial prévoyait d'aider cette année près d'un tiers des habitants en situation d'insécurité alimentaire aiguë, l'agence onusienne a annoncé ce 14 juin être contrainte de suspendre une partie de son aide. En cause, un manque de financement qui pourrait par ailleurs augmenter le risque de famine dans le pays. Nous sommes extrêmement préoccupés par l'impact des coupes budgétaires sur les enfants, les femmes et les hommes qui n'auront pas assez à manger pendant la période de soudure. Ces familles ont complètement épuisé leur stratégie d'adaptation. Ils ont besoin d'une aide humanitaire immédiate pour mettre de la nourriture sur la table et reconstruire leurs moyens de subsistance et leur résilience pour faire face aux chocs futurs. D'après les données divulguées par le cadre intégré de classification de sécurité alimentaire, entre juin et août de cette année, un peu plus de 7 millions de personnes feront face à une faim aiguë sévère. À ces chiffres alarmants s'ajoute également 1,4 million d'enfants qui seront atteints de malnutrition aiguë. Il y a urgence. Le PAM affirme avoir besoin d'ici 2022 de 426 millions de dollars pour venir en aide à 6 millions de personnes. Plus de 2 tiers de la population sud-soudanaise fait face à une grave crise humanitaire et a besoin d'une aide humanitaire pour survivre. Parmi ceux-ci, nous estimons que 8,3 millions de personnes, y compris les personnes déplacées et les réfugiés, seront confrontées à une faim aiguë pendant la période de soudure. Une situation alarmante qui aura également de lourdes conséquences pour les élèves. Le PAM estime que 178 000 écoliers ne recevront plus leur repas de façon quotidienne. Connaissez-vous Mbebes, l'une des plus vastes décharges d'Afrique de l'Ouest qui concentre les déchets de la région de Dakar au Sénégal?
Un lieu où s'est déployée une véritable économie informelle avec des récupérateurs qui collectent des déchets sur le site pour ensuite les revendre. Une économie parallèle qui n'est pas au goût de nombreux Sénégalais inquiets pour leur santé. Plus de détails avec Kamesh Katapoulé. Elle est considérée comme l'une des décharges les plus grandes d'Afrique. Au Sénégal, la décharge de Mbebe, située dans la commune de Malika, s'étend sur une superficie d'environ 114 hectares. Un site sur lequel travaillent de nombreux travailleurs informels, à l'instar de Baïdam Ndiaye. Chaque jour, lui et son équipe ramassent des tonnes de déchets plastiques qui sont ensuite revendus. Jamais je n'aurais pensé que je finirais par travailler ici. Mais une fois que je me suis mis au travail, j'ai découvert que j'aimais ce que je faisais. Beaucoup de personnes ne voient là que des ordures, mais c'est bien plus que ça. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Si cette décharge est source d'emploi pour certains, elle suscite néanmoins l'inquiétude des habitants. De nombreux Sénégalais ont manifesté pour exiger sa fermeture. Ce site représente selon eux une menace, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour leur santé. Chaque jour, plus de 2000 déchets y seraient déversés sans pour autant être traités. La famille de Baïdam Ndiaye était donc préoccupée à l'idée qu'il travaille à Mbebes. La première fois qu'il est allé travailler à la décharge, j'ai eu peur. Pour nous, c'était un repère de voleurs, on entendait toutes sortes de choses. Je lui ai dit que je n'aimais pas le fait qu'il travaillait à la décharge. Il m'a rassuré et m'a expliqué qu'il travaille sérieusement et qu'il n'y avait rien de dangereux. Conscientes du problème, les autorités ont lancé en juin 2021 le projet de gestion intégrée de l'économie des déchets solides. Un projet qui doit notamment mettre en place des centres de tri et de transfert de déchets solides ou encore des centres d'enfouissement technique. À la page sport, les deux premières journées des éliminatoires pour la CAN 2023 de football ont pris fin le 13 juin avant la reprise des 3e et 4e journées de qualification en septembre prochain. L'heure est au bilan, un sujet de José Douglas. Le Kenya exclu du groupe C. Le Cameroun n'aura désormais que 2 équipes à affronter, la Namibie et le Burundi. Ce dernier qui l'a battu 1-0 grâce à Karl Toko Ekambi. L'heure est au premier bilan. Le Cameroun a certes gagné, pas avec la manière, mais les 3 points sont là. Et ça s'est produit à l'extérieur. Donc on peut dire que pour le moment, les Lions indomptables sont sur la bonne voie pour la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions indomptables sont premiers de leur groupe avec 4 points devant le Burundi et la Namibie qui ont fait match nul, 1 but partout. Mais le résultat du match contre le Burundi n'a pas été digéré par Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, qui est intervenu dans les vestiaires pour rappeler aux joueurs leurs devoirs. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Il faut déjà que les gens comprennent et acceptent, admettent même une chose. Samuel Eto'o est le président de la Fédération camerounaise de football. Donc, il a un mandat et un bilan qu'il va devoir défendre. Donc, quand Samuel Eto'o descend dans le vestiaire des Lions indomptables, c'est en qualité de président de la Fédération camerounaise de football, en qualité d'ancien capitaine des Lions indomptables, en qualité d'ancien acteur majeur de cette équipe nationale, de surcroît avec des titres. Samuel Eto'o a été champion olympique, il a été deux fois champion d'Afrique avec cette équipe nationale. Il a je ne sais pas combien de sélections. Donc, il a la légitimité et l'autorité en tant que président de la fédération pour parler à ses joueurs. Prochaine journée le 19 septembre, 4e tour contre la Namibie, un grand pays où le rugby est roi. Les Lions indomptables seront face aux Warriors et n'auront pas droit à l'erreur. Nous verrons si le discours de Samuel Eto'o est bien passé et s'il produit les effets escomptés, car l'objectif c'est aussi la Coupe du Monde, le trophée à ramener à Yaoundé. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.